Alors, je n'ai évidemment aucun souvenir de ce que j'ai pu donner comme titre. Je pense que c'était un titre qui devait comporter des mots comme analyse dans P2 ou analyse dans l'espace dans les mesures de proba ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance puisque on va bien comprendre ce dont il s'agit. Donc tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des travaux qui fondamentalement ont été rendus nécessaires, c'est pas motivé, c'est nécessaire pour pouvoir finir les démonstrations avec Takis Ougalis et Charles Bertucci sur le contrôle optimal pour les Dyson, les matrices aléatoires et tous les aspects des grandes déviations. Donc, et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui sont des collections de remarques avec Charles Bertucci qui, comme vous le verrez, c'est simple. C'est simple, mais on pense, si je veux mettre comme ça un coup de projecteur dessus, c'est que je pense que c'est utile. Alors, donc il y aura deux sujets. Un, c'est quoi le lemme Stegall dans T2 et puis, deuxièmement, ça sera quelque chose que je vais noter P2 faible, très simple, et équation réelle tendant à l'infini. Donc ça, c'est effectivement directement lié au cours que j'ai fait ce matin et l'an dernier, etc. Mais je vais isoler des points dans lesquels il n'y a pas de complexité style Dyson, etc. Et pour réfléchir à une petite difficulté qu'il y a. Alors, cette petite difficulté, je vais tout de suite la signaler. Donc, qu'est-ce qu'on appelle P2 c'est l'ensemble des mesures de proba. Donc, P, c'est pour proba. Je vais essayer d'écrire un peu moins que d'habitude, parce que aussi pour bouger un peu moins. Dans le second moment, et fini. Là-dedans, je vais le dire oralement, de manière très simple. Quand je dirais un borné de P2 ou une boule de P2, c'est que j'ai une majoration sur l'intégrale de m de x. Ceci est assez naturellement muni de la distance de Wasserstein 2 au carré. Et différentes manières de dire les choses, mais une, parce que ça me permet tout de suite de commencer à parler de L2, c'est de dire que c'est l'infimum de l'espérance de x moins x' sur la loi de x égale à n, la loi de x' égale à n'. Donc, en général, quand on parle des définitions à distance de Wasserstein, c'est pas celle-ci qu'on choisit, mais en tout cas, c'est ma préférée. Parce qu'on comprend tout de suite pourquoi on en a besoin. Donc, je cherche, étant donné x, typiquement, de loi m, je cherche dans toutes les variables aléatoires de loi M', celle qui est le mieux corrélée au sens de la covariance, celle qui est la mieux corrélée à X. Donc, notion tout à fait évidente, enfin tout à fait naturelle du point de vue probabiliste. Enfin bon, Wasserstein était statisticien. Alors, donc, ah, j'ai oublié de mettre le micro. Désolé. Bon, de toute façon, je vais faire un commentaire que je pourrais aussi faire à la fin du séminaire. Vous n'avez pas loupé grand-chose.
Bon, alors, donc la remarque que je veux faire, c'est que, évidemment, ceci est un espace de dimension infinie, bon, qui n'est pas localement compact. Il n'est pas localement compact parce que si vous prenez, on va dire, une suite de second moment borné de mesures de proba, elles convergent d'ailleurs de manière étroite vers une mesure de proba, à une sous-suite près. Le second moment est fini, mais il n'y a aucune raison que les seconds moments convergent, et c'est faux en général. Donc il n'y a pas de compacité locale. En revanche, évidemment, si au lieu d'être des probabilités sur RD, vous êtes des mesures de probabilité sur une partie compacte, que ce soit un ouvert borné de RD, le tore, des choses comme ça, là évidemment la compacité est vraie. Donc de rajouter l'infini crée un problème qui n'est pas tout à fait négligeable. Alors, le premier thème là-dessus, et donc tout ce que je vais vous raconter tourne autour de la structure, entre guillemets topologique, c'est un bien grand mot, sur l'absence de compacité locale de P2 et comment la contourner suivant les problèmes que l'on a à résoudre en faisant, comme toujours en ce qui me concerne, de l'analyse sur l'espace des mesures de proba. Alors, Stegall relève de ce qu'on appelle l'optimisation approchée, le lemme de Stegall. Bon, il y a beaucoup de noms qui sont associés à ça. Il y a Bishop Phelps, avant Stegall. Il y a Bourguin, qui a fait aussi une variante du lemme de Stegall, etc., etc., etc. Il y a toute une littérature sur les lemmes de type Stegall et sur l'optimisation approchée. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dès que vous êtes en dimension infinie ou dans une structure sans compacité locale, bien, vous savez très bien que si vous avez une fonction que vous cherchez à minimiser, en général, il ne va pas y avoir de minimum. Okay. Bon. Parce qu'il n'y a pas de compacité locale. Alors, l'observation, c'est quand même de dire que si on perturbe un peu, il y a des minima. C'est-à-dire, on peut avoir un manque de bol et de tomber sur une fonctionnelle qui n'a pas de minimisation, mais si on la bouge un peu bien, on a un point de minimum. Et ça, c'est assez générique. En fait, c'est assez générique et j'expliquerai ça. Alors, en optimisation approchée, vous avez plein de trucs. Il y a le lemme d'Ekland qui est purement métrique. Ekland de Bourg, etc. Qui est purement métrique, qui vous dit simplement que vous pouvez trouver, pour epsilon fixé, vous pouvez toujours trouver un point qui minimise la fonction que vous minimisez, plus epsilon fois la distance à ce point-là. C'est-à-dire, vous passez de la minimisation de J à la minimisation de epsilon, la distance, à m epsilon, où m epsilon est un minimum de ceci. Donc vous bougez un peu avec epsilon fois la distance, et on peut trouver un centre. On peut trouver un centre où le centre est justement le point de minimum. Alors ça c'est très général, hein, espace métrique complet, J minoré, SCI, et puis voilà. Donc, très très général. En revanche, quand on veut faire l'analyse de l'EDP, on s'en était un peu servi avec McHandle sur les équations d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie, mais ça peut être, le fait que ça soit aussi, entre guillemets, vague, peut être un peu gênant. Donc, je vais favoriser le lemme de Stegall. Donc, il y a des hypothèses de semi-continuité inférieure. Bon, je néglige ça. Il faut que J, par exemple, soit coercive, tende vers l'infini à l'infini. On est sur un espace de Hilbert. Elle est automatiquement coercive si elle est définie sur un espace, sur une partie convexe bornée. Coercive sur
un Hilbert H. Bon, moi, les Hilbert, ils sont toujours séparables, hein, comme je dis régulièrement. La non-séparabilité fait dépendre l'analyse que l'on fait de l'axiome du choix, et ça, non dénombrable, et ça, je ne veux pas en entendre parler. De façon à gérer une sous-partie des mathématiques qui n'a pas de contradiction logique. Bien. Donc, J coercive sur Hilbert. Et ce que cela nous dit, c'est qu'il y a plein de perturbations linéaires et si j'identifie H à son dual, ça veut dire plus YX, ça c'est une perturbation linéaire. Quand je dis coercive, c'est même surlinéaire, hein, pour ne pas avoir de problème. J de X plus YX a un minimum exposé. Donc c'est mieux que strict encore. Hein, exposé, ça veut vraiment dire que si vous prenez une subtimilisante, elle converge en norme vers le point de minimum. Alors pour quel Y? Alors en fait, les résultats connus, c'est que ce sont un G delta dense. OK? Alors, donc, quand je disais si on n'a pas de chance, on tombe sur un truc qui n'est pas de minimum, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'un G delta dense, ce n'est pas forcément très gros. Mais en tout cas, c'est dense. Donc, on va garder ça. Et donc, en particulier, la manière dont on s'en sert le plus souvent, donc c'est pour Y dans un ensemble dense, mais si c'est dense, en particulier, on s'approche de 0, et donc ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe Y de norme, je note comme ça la norme dans H, epsilon, tel que J de Y plus YX a un minimum en un point. Pas nécessairement unique, mais il est exposé, donc il est localement unique. Bon, c'est un très beau résultat. Ce ne sont pas des démonstrations très difficiles. Hein. Mais il faut. Bourgain a fait une très jolie démonstration dans la lecture notes, un cours qu'il faisait à Paris. Donc on trouve plein de choses. C'est 30 lignes de démonstration, mais c'est astucieux, il faut construire les bons objets, etc. Bon. Après, il y a eu un développement monstrueux sur des variantes de ceci, quelle est la structure qu'il faut, qu'est-ce que ça veut dire cette propriété, etc. etc. Donc il y a, comme sur tous les sujets en maths, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'articles. Le plus souvent, c'est Stegall peut être mentionné dans les titres, mais il y a beaucoup Bishop Phelps qui ont quand même lancé ce sport-là. Donc c'est ce résultat-là que je vais conserver, puisque maintenant je vais dire, mais j'ai une fonction J sur P2, donc la coercivité, c'est dire que si l'intégrale de mx2 tend vers l'infini, J de m tend vers l'infini, hein, bon. Je simplifie un tout petit peu, c'est un peu plus que ça, il faut dire sur le rythme, alors on va dire J de m divisé par 1 plus... Allez, on va mettre ça là. Donc ça, c'est l'aspect surlinéaire. C'est pas très grave. Vous pensez, ou alors on travaille sur une boule B2R de P2. Donc le 2, c'est pour dire qu'on est dans P2, le R, c'est le rayon de la boule. Boule fermée, évidemment. Donc il n'y a pas de problème à l'infini. Elle est SCI ou continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le lemme de Stegall, dans P2 ? Évidemment, les formes linéaires, ça ne veut rien dire. Si on revient en arrière, j'ai dit qu'il y avait eu des développements monstrueux sur ça. Alors évidemment,
de Hilbert, si vous passez un Banach réflexif séparable, c'est presque un Hilbert, pareil. Mais L1 l'espace des mesures et l'infini, ça ne marche pas. Pas vrai. Enfin, il y a au moins l'un de ces trois exemples dans lequel on sait que ça ne marche pas, mais je crois qu'on le sait pour les trois. Bon, L1, ce n'est pas surprenant parce qu'il est plein de trous, mais l'espace des mesures, ok, et en tout cas l'infini, ça c'est vrai. Donc je ne peux pas plonger P2 dans un espace, par exemple, de mesure, pour me servir d'un Stegall banachique. Ok. Bon, alors quelle est la solution? Très simple. Mais on va traduire ce que donne Stegall dans un espace de Hilbert en faisant mon sport favori, qui est le plongement des mesures de probabilité de P2 dans un espace de variables aléatoires. Ce qu'on fait là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et regardons. Donc, j'ai cette fonction sur P2 maintenant. J'efface ça. Donc, j'ai une fonction J sur P2, c'est ce que j'aurais pas dû effacer, bon, peu importe, qui est surlinéaire au sens de ce que j'ai écrit, mais vous pourriez la prendre sur quadratique, peu importe. Qui est continue, ou tout simplement dire que c'est sur B2R, on n'a pas à se soucier du comportement à l'infini. Bien. Et je voudrais savoir quelles sont les bonnes perturbations qui correspondent à Stegall. Comment faire? Eh bien, on introduit, je le répète, mon sport favori, qui consiste à travailler maintenant dans un espace de probabilité sans atome, un bon espace de probabilité, et de regarder les variables aléatoires, parce que la loi d'une variable aléatoire est de carré intégrable, si et seulement si, le second moment de sa loi est... une variable aléatoire est de carré intégral, évidemment, c'est la définition, si et seulement si, le deuxième moment de sa loi est fini. Donc, c'est naturel que ça soit ceci, et donc j'étends, hein, c'est de déplier en fait les mesures de proba dans l'espace des variables aléatoires de carré intégrable, et je plonge ceci. Donc, deux choses, évidemment, j'ai une fonction. Les aspects de continuité dans P2 deviennent la continuité dans L2. Là, c'est ce dépliement où cette injection est continue, préserve les normes, les distances. Enfin, tout ça passe bien, tout ça, c'est connu depuis longtemps. Et donc là, on se dit, bah, très bien, on peut faire Stegall. Et donc, quel que soit epsilon, il existe un Y dont la norme L2 est plus petite que epsilon, tel que J tilde de X. Bon, je vais mettre un moins, c'est évidemment la même chose, hein, moins YX à un minimum. Mais un moins parce qu'on fait de la minimisation. Bon. Mais Y, c'est une variable aléatoire. Donc, à cause du produit scalaire dans l'espace de Hilbert, je n'ai plus quelque chose qui est préservé lorsque je prends deux variables aléatoires qui ont la même loi. Lorsque j'ai fait ce prolongement, j'obtiens une fonction qui est... j'obtiens une fonction qui évidemment est préservée quand on prend deux variables aléatoires qui ont la même loi, mais maintenant il y a le Y qui vient flotter dedans, donc il n'y a plus de raison. Ok,
comme on sait très bien, en fait, on avait vu pour les équations de Hamilton-Jacobi, que ce qu'il faut faire, c'est de dire ah, mais donc le minimum de J tilde de x moins yx sur tous les y, donc il existe un y0. La loi de y0, je l'appelle m0. Et ça va être le point de perturbation approché. C'est la loi de y qui va donner le point de minimisation approché. Et donc maintenant, je minimise par rapport à la même quantité par rapport à tous les y qui sont de loi m0. Voilà. C'est le même minimum, hein. C'est toujours égal à J tilde de x. Alors, cette notation hasardeuse signifie que j'écris ce minimum qui est en dessous, mais que les minima en x sont les mêmes. Donc là, je sais que j'ai un point de minimum, mais là aussi, je sais que j'ai un point de minimum. C'est le même. Donc ça admet un minimum. En x. Pour une perturbation qui maintenant est quoi? La loi de x, je l'appelle m. Et donc, cette tautologie me dit que J, je dirais admet un minimum, il faut que je lui donne un autre nom que M. Disons M bar. Perturbation, c'est M0. Le point de minimum, c'est M bar. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que J de M moins le support du produit scalaire dans L2, YX, pour tous les Y dont la loi est M0, et ceci est une quantité qui ne dépend que de la loi de X. Alors, pourquoi? Pas tout à fait évident, parce qu'on va dire peut-être qu'en minimisant par rapport à la loi de X, non. Ça, c'est aussi un phénomène général, c'est que cette expression, le fait qu'elle soit indépendante de la loi de X, vient du fait qu'on a maximisé en Y sur toutes les lois. Donc, lorsque l'on peut reconstruire une loi à partir de l'autre, c'est totalement évident. Parce que si je prends un X qui a une loi différente, je passe de l'un à l'autre après un changement de variable. Ce changement de variable, il induit un nouveau Y qui a toujours la même loi, une transformation qui préserve la mesure, et donc le sup est préservé. Donc ça, c'est totalement standard, c'est de l'invariance. Après, comme ces deux fonctions qui sont des fonctions continues, bon, donc même si vous ne voulez pas utiliser des trucs de théorie de la mesure compliqués, vous en tirez facilement. Donc ça en fait, c'est petit aspect, on l'a écrit dans la régularisation des distances de Wasserstein. On avait déjà besoin d'un truc comme ça avec Charles. Donc ne dépend que de M. Donc ma perturbation, la perturbation qui est là, ce que nous donne cet égal, ça nous dit que l'équivalent sur les mesures de proba, c'est une perturbation qui est comme ceci. Donc, je vous rappelle, la loi de Y0
est égal à M0 et que loi de x ne dépend que de M. Loi de x, le x minimum est M bar. Donc admet un minimum en x bar dont la loi est M bar. Donc c'est très simple, hein, c'est Stegall plus la remarque comme on a l'invariance pour un des bouts par changement de variable aléatoire qui ont la même loi. Voilà la perturbation qui remplace les formes linéaires. Vous voyez, hein, ça a une gueule entre guillemets linéaire, à part que ça ne veut rien dire sur l'espace des mesures. Alors, on peut le retravailler, ça, évidemment, parce que ça, c'est du point de vue des probas, c'est souvent même l'expression préférée des probabilistes, plus que la distance de Wasserstein en elle-même. Puisque là, qu'est-ce qu'on essaie en train de faire? On essaie de maximiser la covariance. On a un x et on veut, dans tous les y de loi M0, on veut le y qui maximise la covariance. On sent bien que c'est le même problème que le transport optimal. Donc c'est du transport optimal entre M0 et M bar. Alors, si on veut mieux écrire les choses, pour faire apparaître la distance de Wasserstein, bon, on fait un travail idiot qui consiste à dire que l'espérance de x moins y au carré, donc c'est du x bar, c'est du y0, enfin c'est pas vraiment le y0, mais peu importe, qui est le w2 au carré de m bar m0, ça fait l'intégrale de x2 m bar plus m0. Donc c'est le deuxième moment de x bar, le deuxième moment de y0. Et puis lorsque vous avez entre, c'est moins 2 fois e de xy. La belle affaire. Et donc, moins le sup, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un J de M. Donc, ce qui se minimise bien, c'est J de M plus W2 bar, W2, pardon, carré, par exemple, de M0, moins les moments, et il doit me manquer un 2, non, un 1,5. OK, et moins l'intégrale de mx2 plus m0 x2. Bon, l'intégrale de m0 x2, c'est une constante. Hein. En fait, c'est une petite constante, parce que qu'est-ce que je n'ai rien dit là-dessus? Je n'ai pas utilisé pour l'instant, je n'ai rien dit. J'ai simplement dit, j'ai un point de minimum pour une perturbation, et j'ai plein de y qui font cette perturbation. Alors ça me fait le plein au sens générique. Sur les m, ça doit faire aussi un plein au sens générique, mais je m'en fous. En tout cas, petit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la norme L2 de la variable aléatoire est majorée par epsilon, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quel que soit epsilon, donc voilà ce que Stegall sur l'espace des mesures de proba est. Quel que soit epsilon positif, il existe M0 tel que l'intégrale de M0 x2 est inférieure à epsilon. Ça, c'est l'analogue de dire que la variable aléatoire est petite. Parce que pour une mesure de proba, dire que M0 de x2 est petit, ça veut dire que M0 est la masse de Dirac en 0, très près de la masse de Dirac en 0. Et ça correspond à la variable aléatoire nulle. Puisque même le 0, il n'a pas de sens. Hein, dire que quelque chose est petit dans l'espace de P2, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tel qu'il existe M0, tel que la fonction J de M plus tout ce bazar-là admet un unique minimum strict
En fait, même exposé, hein, mais bon, exposé en quel sens, je ne veux pas rentrer là-dedans. Bon, voilà ce que nous pensons être l'analogue du lemme de Stegall sur l'espace des mesures de proba. C'est simplement la traduction du lemme de Stegall dans les variables aléatoires de carré intégrable au niveau des espaces de... Alors, est-ce la bonne, est-ce la seule? Bon, alors, au lieu de travailler dans P2, on pourrait travailler avec d'autres topologies. Bon, ok, mais ça se paye ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je le pense. Je pense en particulier que la puissance 2 ici, des trucs comme ça. Mais attention, hein, il n'y a pas de 0. Donc, ce qu'on rajoute, ça doit être 0 en m égale à m0. Hein. Pardon. Ça doit être 0 quand epsilon tend vers 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand epsilon tend vers 0? M0 tend vers la masse de Dirac dans P2. Ça devient le deuxième moment. Le M0, ça tend vers une masse de Dirac, ça disparaît. Et je ne sais pas où j'ai foutu ce que j'ai trafiqué avec les 2 et les trucs comme ça, parce que là, j'ai un demi qui fait un truc bizarre. Alors, on va résoudre ça. C'était le sub de xy, donc il y avait un moins 2, ça me paraît correct. Attendez, quand M0 est la masse de Dirac, ça vaut 0, ça vaut 0, et j'ai bien le premier moment. Donc ça, j'ai bien le deuxième moment. Ah oui, donc c'est bien ça. Ah oui, il y a un demi là. Il y a un 2 qui est en facteur. OK. Donc voilà, autant avoir un résultat précis. Le M0 de x2, c'est une... On pourrait presque l'oublier, hein, parce que M0 de x2, il est inférieur à epsilon. Donc celui-là, vous pouvez l'oublier. Donc fondamentalement, le lemme de Stegall, c'est la distance. Donc ça ressemble un peu à Eklund. Hein, c'est la distance à un point. Bon, à part que c'est la distance au carré, ce qui est un peu plus régulier. Alors que dans Eklund, c'est la distance à la puissance 1. Donc ça, c'est pas innocent d'avoir un 2 ici. Et moins 1,5 de essentiellement mx2, qui est le terme de second moment. Voilà. Problème ouvert, c'est est-ce qu'il y a d'autres formes? Je suis sûr que oui. Mais est-ce qu'il y a des formes plus intelligentes que simplement de prendre l'espace de Hilbert et de le projeter sur P? Moi, j'ai tendance à prendre le problème à l'envers, c'est que s'il y avait une forme plus intelligente sur l'espace de P, ça voudrait dire qu'il y aurait certainement une autre forme de Stegall sur l'espace de Hilbert en remontant, et je pense que ça se saurait. Alors la seule chose, c'est qu'il pourrait y avoir une manière de projeter sur l'espace de mesures de proba qui sont un peu plus intelligentes, je ne suis pas sûr. Ça pourrait être, il n'y a jamais de fin d'histoire en analyse, mais ça pourrait être la bonne notion. Je suis prudent, parce que c'est simplement une remarque. Donc vous voyez, très simple. OK. Deuxième remarque très simple, c'est l'histoire de P2 faible. Alors, je vais commencer par être encore beaucoup plus élémentaire que Stegall. Encore la Stegall, il y a quand même une micro-idée. Et dans ce que je vais vous raconter au moins au début, il y a 0 idée. Simplement pointer à ce qu'il faut faire. Alors, donc, pour tout un tas d'équations des partiels, pour lesquelles qui relèvent de la théorie des solutions de viscosité, il est relativement facile de travailler dans des boules de P2. Ça ne veut pas dire que l'équation est posée dans une boule de P2, c'est-à-dire qu'on peut localiser le second moment, avoir une borne sur le second moment sans trop de difficultés. Ça sont des techniques standards. Et donc, on a ces boules donc, qui, évidemment, quand R croît vers l'infini, sont des familles croissantes, alors si on veut être très pédant, d'espaces métriques. Aucune de ces boules, dès que R est strictement positif, on va prendre des boules fermées, n'est compacte.
pour la topologie de P2, c'est le manque de compacité locale, déjà vu. En revanche, elle devient compacte si je la munis de la distance P1. Okay. Donc, on a une suite croissante d'espaces métriques. Il se trouve que c'est la même métrique à chaque niveau. Si on veut être très pédant du point de vue topologique, c'est une limite inductive d'espace métrique. On s'en fout complètement. C'est simplement de dire qu'on prend la même métrique sur toutes les boules, que c'est la métrique 1. Ce n'est pas la métrique naturelle. Okay. Et ce n'est pas non plus dire que je munis P2 de la métrique 1. Parce que je ne vais me servir de la métrique 1 que sur des suites bornées dans P2. Donc, c'est une notion, si on oublie les P d'entrée d'espace métrique à 2 balles, qu'est-ce que l'on est en train de dire? C'est qu'on est en train de dire que la convergence que je veux, c'est de dire que Mn converge dans P1, ou simplement étroitement, c'est équivalent, avec l'intégrale de Mn x2 qui est majorée. Bon, non, donc nous, on appelle ça plutôt la convergence faible dans P2 parce que parce que juste, on sait que on n'a pas d'étroitesse sur le deuxième moment. Donc, manque de compacité. Si on avait l'étroitesse sur le deuxième moment, on aurait la compacité. Donc, on est en dessous de la convergence forte et de la compacité. Pour ça qu'on appelle ça la convergence faible, mais on n'introduit pas de topologie faible. Bon, trivial. On a reçu, mais bon à savoir. Donc, parce que les gens qui sont confrontés à des équations d'Hamilton-Jacobi, souvent on dit on va chercher des solutions qui sont uniformément continues par rapport à P1 et par rapport à P2. En fait, c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut. Hein, c'est un peu des deux. Bon, remarque très simple. Très simple, et pourquoi je dis... Parce que là, du coup, on n'a plus besoin de cet égal. Si on travaille avec des fonctions dans P2, c'est clair, mais maintenant, si je prends B2R muni de P1, il est compact. Donc, je n'ai plus besoin de perturber la minimisation. Donc, en fait, vous voyez deux branches. Hein. Soit je travaille avec une métrique légèrement différente sur les boules de P2, soit je fais cet égal. Ce n'est pas les mêmes résultats. Dans un cas, on a des fonctions qui sont juste continues par rapport à la métrique 2, et dans l'autre cas, on a un truc qui est légèrement différent. Bon, soit. Là, pour le coup, c'est vraiment élémentaire. Alors, pourquoi? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, donc du coup, on peut définir une fonction continue ou même SCI sur P de Wick. Ça veut dire qu'elle est SCI sur chacun de ces sous-espaces métriques. Pourquoi je pourrais parler continu, mais je vais parler de SCI parce que je vais parler de minimisation dans un instant. Bon. Alors, testons cela sur des exemples d'équations. Et je vais prendre des exemples beaucoup plus simples que ce que je gère en cours. Je vais prendre l'exemple peut-être le plus simple auquel je puisse penser, pour lequel je n'écrirai même pas une équation, j'écrirai la formule de l'axe oléinique pour ce cas particulier en un point. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ce que je suis en train de raconter, c'est prendre l'exemple je prends une fonction que l'on va dire BUC sur P2, c'est le minimum. Enfin, éventuellement, il faudra lui rajouter des choses. Bon. Borné, uniformément continu par rapport à la métrique de Wasserstein. Et je vais simplement regarder l'infimum de U0 de M' sur la boule 2 centrée en M et de rayon 1. Bon, ça fait une fonction de M. En fait, 1, c'est le temps, et c'est U de M et de T. Si 1 était remplacé par temps, ça résout l'analogue de l'équation éconale sur éconale à vitesse 1 sur P2. J'en parlerai dans un instant.
Problème de minimisation, hein, je minimise sur une boule. Okay. Le thème, hein, le deuxième thème qui vient dans cette partie, c'est n tend vers l'infini. N tend vers l'infini, c'est de dire, je vais maintenant regarder un problème dans Rn. C'est ça. Donc UN0 est une approximation de U0 dans le sens que, qu'est-ce que c'est UN0? C'est n'importe quel choix, tel que UN0 de x converge vers U de m si mnx, la mesure empirique associée à grand X, la somme des delta xi, converge, non, P2 vers m. Exemple, prenez simplement U0 de 1 sur n, somme des delta xi. En choisissant évidemment une approximation, enfin bon, bref. N'importe quelle mesure peut être approchée par une mesure empirique avec des poids égaux. Et voilà. Donc, ce n'est pas les choses qui manquent. Donc, typiquement, pensez U0 de mnx. OK, ça c'est mon U0n. La norme 2 qui est là, c'est l'approximation de la norme 2 pour Wasserstein. Donc c'est la norme 2 des mesures empiriques. Donc attention. Donc attention, UN0 est évidemment symétrique par rapport à x1, xn. Pensez U0 de la mesure empirique. Ça, c'est automatiquement symétrique. La somme est commutative. Et donc, la norme 2 qui est là, donc c'est la norme euclidienne de x moins y. La norme euclidienne est normalisée avec 1 sur racine de n, et donc c'est inférieur à... Allez, je vais l'écrire comme ceci. C'est ça, x moins y2. Bon, il faut faire attention aux normalisations là-dedans, ce n'est pas tellement surprenant. Bon. Et vous vous demandez, est-ce que la solution de mon équation éconale en dimension dans l'espace des mesures de proba, bon, oubliez l'équation éconale, dite l'infimum, est approché par l'infimum à n particules, enfin quand n tend vers l'infini. Bon. Est-ce que cet inf converge vers cet inf? Alors la réponse est oui, mais typiquement, si on oublie la structure du problème, on peut se dire, bah ok, on va prendre un minimum de ça et on va l'injecter là-dedans, on prend un minimum de ça et on va essayer de passer à la limite. Technique classique pour vérifier qu'un infimum converge à un infimum. La partie, je prends un minimum là-dessus. Oh, le M, je m'en fous un peu, on va dire, mais bon, peu importe. Donc ça, c'est U, c'est UN, c'est vraiment des nombres. Ont des points, mais qui convergent. Puisque la mesure empirique de x, elle converge vers m. Enfin, c'est ce que je veux. Ouais. Donc, et que la minimisation se fait en y. Donc, la partie simple, c'est de dire l'im sup de un est inférieur à u. Pourquoi? Parce que je prends un truc qui minimise ça, je lui construis une variable aléatoire ou une mesure empirique proche, et elle est au-dessus de ça. Okay. Bon, donc ce que je peux faire, je suis en train de dire une bêtise là ou pas? Je prends... Oui. Donc elle est au-dessus de ça. Donc la lim inf de un c'est inférieur à ce choix-là, et ce choix-là, il converge vers le u.
Donc cette partie-là, c'est simplement de prendre un epsilon minimum ou un minimum, s'il n'y en a pas, et de l'approcher par des techniques standards. L'autre partie, ben, traditionnellement, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait, je prends un minimum ou un presque minimum de ça, et puis j'essaie de passer la limite quand n tend vers l'infini. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand je prends un presque minimum, on va avoir une suite de mesures empiriques, les MNY. Typiquement, elles sont de second moment borné, puisque j'ai su, la norme L2 là est majorée par 1. OK? Et donc, ce que je vais savoir, c'est que MNY, ou une sous-suite, c'est la compacité dans P1, converge dans P1, mais pas nécessairement dans P2. Donc, je peux supposer, à une sous-suite près, que MNY converge dans P1 vers un certain M. Si U0 est LCI pour cette convergence, bah, c'est fini. Mais s'il n'est que continu dans P2, je ne peux rien dire. Parce qu'il n'y a pas la compacité locale, je ne peux pas avoir un P2. Bon, très bien. Et pourtant, donc, je ne sais pas, et en fait, je suis arrivé même plus loin, je ne sais pas si les trajectoires minimisantes, si les epsilon minima ont de la compacité. En fait, je vous montrerai dans un instant qu'il n'y en a pas dans P2. C'est faux. Il n'y a pas la compacité. Pourtant, les infimas convergent. Et les infimas convergent pour une raison très simple. Déjà, on va faire une démonstration très simple, et puis après, on va se convaincre. On va trouver une raison plus générale. La raison très simple, c'est que le UN0 de Y, c'est un U0 de MY. Donc, en d'autres termes, si j'oublie qu'il y a une petite différence entre le centre de la boule ici et là, mais ces deux centres de boule sont proches dans P2. Donc, vous pouvez penser que c'est le même centre. C'est une petite erreur. Donc, si ce que vous êtes en train de dire, c'est que la démonstration qui est difficile, si j'essaie de prendre des suites minimisantes ou des minima, elle est en fait triviale si je regarde l'infimum. Parce que là... Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Donc, modulo les centres, mais pensez que la loi de X est M, pour simplifier. Donc, on a la même minimisation, mais là, quand j'écris ceci, je n'écris que des U0 qui sont pris sur des mesures empiriques. Donc, en d'autres termes, j'ai un infimum sur moins de mesures. J'ai le même ensemble de contraintes, mais je n'ai que des mesures empiriques dans un cas. Et dans l'autre, j'ai toutes les mesures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ces formules-là, on voit que U est essentiellement supérieur à UN. Donc, le presque, c'est à cause du centre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la démonstration... Il y a moins de points de minimum dans UN que dans U tout entier. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la démonstration naturelle, style gamma convergence, où on prend une suite de minima pour les points approchés, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de compacité. Et pourtant, il y a convergence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs observations. Après, je conclurai sur le fait que ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est qu'il n'y a pas de compacité. Mais ce qui se passe, c'est que l'infimum qui est ici, il est très robuste.
c'est-à-dire que c'est l'infimum de U0, mais c'est aussi l'infimum de choses qui sont en dessous, mais qui donnent le même infimum. Et qu'est-ce que je peux mettre en dessous? Ben, je peux mettre l'enveloppe SCI, faible. L'IMINF de U0 de NK où NK converge dans P1. Alors, le moment d'ordre 1 est bon puisqu'on est dans la boule, donc je vais quand même l'écrire parce qu'on pourrait sortir légèrement de la boule. Donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Est inférieur à C. Donc ça, pour ce que j'ai appelé la continuité faible, c'est l'enveloppe SCI faible. Je prends la limite de toutes les approximations qui, au sens de cette convergence et je crée une nouvelle fonction. Ben, il est clair que l'inf qui est là, c'est le même pour U0 et pour U0 bar. J'ai rien changé. Bon, oubliez qu'on sorte éventuellement un peu de la boule, vous embêtez pas avec ce point technique. Et donc, ça, c'est égal à ça. Mais maintenant, j'ai une fonction qui est SCI. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième partie de la démonstration pour la LIMINF, elle marche avec SCI. Alors, donc, ça, c'est évidemment, ça paraît miraculeux, un cas très particulier, puisque ça consiste à dire qu'en fait, un problème d'optimisation ou un problème de contrôle optimal, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus général que cette remarque qui paraît triviale, dans des espaces de dimension infinie, le coût terminal, parce que la structure du coût a une nature qui est naturellement SCI. Que le coût terminal, ça soit un coût qui a juste la continuité dans l'espace ou éventuellement une continuité plus faible, ben ça peut être la même chose, ça dépend de la dynamique que l'on contrôle. Donc, c'est-à-dire que le minimum reste le même pour différents coûts U0, coûts terminaux. Alors, il n'y a pas de, je ne prétends pas faire une théorie générale là-dessus, il faut une structure qui fasse qu'il n'y ait pas un phénomène dit de Lavrentiev, parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de parler pour le calcul des variations classiques, c'est le phénomène de Lavrentiev. Un phénomène qui nous dit que j'ai deux infima différents suivant la classe de minimisation que l'on prend. Donc ça, on connaît plein d'exemples en théorie de l'élasticité non linéaire, ou de manière plus générale dans les, pour du contrôle des quadifs, etc. Donc ça, c'est un phénomène général. Là, le phénomène de Lavrentiev est en général associé à un manque de convexité. Là, on est dans une situation un peu intermédiaire où le cœur de l'équation a la convexité et le coût complet n'a pas la convexité. Et ça suffit à prévenir le phénomène de Lavrentiev. Donc on vient de comprendre ça avec Charles. Je ne prétends pas que l'on comprenne absolument tout là-dedans. Ça pose un problème redoutable. C'est que tout ce que je vous ai raconté, à part si je prends ce genre de continuité, continuité sur toutes les boules comme ça, eh bien ça ne passe pas du tout lorsque je n'ai pas une équation avec un Hamiltonien, parce que là, en fait, l'équation qu'on est en train de résoudre, c'est quelque chose comme du sur dt. Je pense que c'est plus racine de n, le gradient euclidien de un égale à 0. C'est ça cette équation, et ça converge vers un du sur dm, plus quelque chose que je ne vais pas définir, qui est une sorte de longueur, c'est la longueur 2 à la puissance 1 de la dérivée par rapport à m de u dans P2. Donc ça, c'est le genre d'équation éconale que l'on a. Donc, qu'est-ce que je dis à part le contrôle optimal? C'est que vous pouvez changer beaucoup de choses, mais si ici vous avez des termes de convexité, alors le manque de continuité,
il manque un epsilon, hein, c'est quand même... il faut, pour construire un exemple qui ne converge pas dans P2 et qui converge dans ce sens-là, il faut commencer à mettre plein de petites masses à l'infini pour que le second moment ne converge pas, mais qu'on ait la convergence dans la mesure. Donc c'est assez singulier, il en faut très peu pour passer de l'un à l'autre. Donc je pense que ça joue un rôle et que quand on est... D'habitude, quand on parle de Lavrentiev, on parle de classe de régularité des fonctions dans les fonctionnels que l'on injecte. Et là, il peut y avoir des grands sauts entre, je sais pas, BV et puis C1 alpha ou C2 ou même W1P. Donc là, il peut y avoir des sauts. Là, ce n'est pas le cas. Hein, il manque très très peu. Donc, il manque très très peu dans une trajectoire dont la topologie est mesurée avec ça que la topologie qui est mesurée dans P2. Et ça change tout pour les problèmes de contrôle optimal. Et j'en arrive avec ma question finale avant de m'écrouler. Pour dire que je n'ai aucune idée de savoir, donc si je prends un Hamiltonien qui est non convexe et une condition initiale qui est juste dans le buc de P2, qu'est-ce qui se passe quand n tend vers l'infini? Je ne sais pas. Donc si je prends une équation de Hamilton-Jacobi dans Rn, qui formellement tend vers une équation de Hamilton-Jacobi sur P2, au passage, grâce à cet égal, on a l'existence et l'unicité. Là. Ça, c'est standard, on a l'existence et l'unicité. Et ça, c'est une convergence formelle. Est-ce que UN converge vers U si l'hamiltonien n'est pas convexe? Ce que je viens de vous raconter, c'est que c'est vrai si H est convexe. C'est aussi vrai si les conditions initiales ont un peu mieux, une meilleure convergence, un petit peu meilleure, en ce sens-là, P2 weak. En général, si je ne fais pas cette hypothèse, qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous voulez, c'est... très souvent, quand on regarde les problèmes quand n tend vers l'infini, il y a la compacité cachée. Parce que les trajectoires, si on pense à des particules, restent dans des compacts, etc. etc. Mais là, dès qu'on s'affronte à ces équations en dimension infinie, ben le manque de compacité locale, qui est évident, hein, c'est après tout, c'est cousin germain de l'espace de Hilbert. Ben, l'espace de Hilbert, il n'a pas de compacité locale. Hein. Donc c'est vraiment intrinsèquement là. Et ce qui est trompeur, c'est de dire que si je suis sur une variété compacte, sur un ouvert borné, alors c'est compact. Donc c'est là où il y a une petite différence. Bon. Résultat des courses, voilà les petites remarques dont je voulais vous faire part, qui sont toujours provoquées par une chose, c'est qu'on a un problème d'intérêt qui dépasse notre intérêt de solution de viscosité et d'équation d'HJB dans l'espace des mesures, à savoir les matrices aléatoires, les problèmes de grande déviation, et que si la stratégie de démonstration est totalement claire, il y a quand même eu un amoncellement successif de points techniques qui se révèlent, parce qu'il nous a fallu mieux comprendre ces foutus problèmes sur l'espace P2. Et de ce fait, on a fait des progrès sur l'analyse en P2. Enfin, je pense qu'on a fait des progrès sur l'analyse sur P2 et la manipulation des objets. C'était un peu le cas l'an dernier, même si des observations avaient déjà été faites en ce sens auparavant. Et de manière plus globale, on est en train de faire autre chose. Ce n'est pas du transport optimal. Le transport optimal, il n'est pas totalement en dimension infinie. C'est-à-dire que ce qu'on gère fondamentalement, c'est des objets qui vivent sur des espaces de dimension infinie. Tandis que là, on gère des fonctions sur des objets qui sont définis sur les dimensions infinies. Donc la majorité des choses en transport optimal, même si on a une interprétation naturelle, hein, avec le carré, c'est l'équation du transport optimal. Donc c'est là sans être là. Mais de fait, les problèmes de transport optimal n'ont pas eu la même nécessité de faire tout le bordel que l'on fait avec les problèmes de contrôle optimal. Ce n'est pas une critique, on ne va pas faire des développements abstraits si on n'en a pas besoin.
Et donc là, ces développements, ils sont très simples. Enfin, Stegall, ok, pour nous c'est évident parce que comme on a passé notre temps à jongler entre les espaces de mesure de probe alpha P2 et les variables aléatoires, pour nous c'est évident. Mais ce n'est pas un truc bien connu. Et puis le reste, bon, voilà. Sur ce, je parle parce que je suis tellement fatigué que quand je suis d'un naturel très bavard, nombre d'entre vous le savent, et quand je suis fatigué, c'est encore pire. Et là, je suis sur le bord d'un... Je ne pensais pas y arriver, je me félicite. Sur ce, au revoir, bon week-end, et je l'espère à la semaine prochaine, en évitant le plâtre, une attelle ou je ne sais pas quoi. Donc. Allez, filez.